Mais globalement, ce sont d'excellents films qui jouent parfaitement avec les codes du genre, la tension, et proposent des visions assez créatives. Ce qui ne sera pas le cas de cette connerie de remake. Lorsque les Américains font un remake, ils appliquent souvent les mêmes modifications qui font souffrir leur film des mêmes problèmes. Dans The Eye, ils les ont quasiment tous faits. Tout d'abord, comme c'est les États-Unis, ce qui ne pose pas de problème dans cette histoire, il faut en faire plus. Surtout si ça rajoute des jumpscares. D'un point de vue scénaristique, ça se traduit par plusieurs modifications sur le personnage de Moon, désormais appelé Sidney. Hey, it's Sid. Hello, Sydney. Puisque Moon était aveugle, ce qui était expliqué en 3 lignes et une dizaine de plans dans l'original, Sidney doit aussi être aveugle. Mais c'est une super aveugle qui entend tout aussi bien que Superman, qui sauve les gens d'accidents dangereux et en plus te sort un one-liner digne de David Caruso. Oh shit, thanks. I didn't even see that. Neither did I. Moon jouait du violon, ce qui était un exploit en soi, mais n'était pas la meilleure au point de mériter un surnom. Mais là, comme c'est une violoniste américaine héroïne de films d'horreur, c'est une putain de violoniste qui est d'ailleurs la seule soliste de l'orchestre et fera le récital final dans une robe jaune poussin bien visible pour bien montrer que c'est l'héroïne. Elle ne peut pas être une personne normale, une aveugle comme les autres. Il faut qu'elle soit celle qui s'en sort le mieux avec son handicap, celle qui joue le mieux de l'orchestre. Limite, faudrait qu'elle soit encore plus aveugle que les autres si ça se pouvait. Au passage, je m'interroge sur la logique qui a fait passer le docteur qui s'occupait de Moon dans l'original d'un si gentil et mignon médecin à un véritable trou du cul dans le remake. Et puis tout ce qu'elle voit, donc tout le reste du film, doit être plus impressionnant. Dans l'original, Moon se retrouve dans un restaurant où elle voit le fantôme d'une femme apparaître et s'en aller. Dans l'américain, elle ne voit pas que le fantôme de la femme ou le fantôme des clients, non. Elle voit le fantôme du restaurant. Oui, les murs aussi ont une âme et peuvent réapparaître. Le film perd d'ailleurs énormément en subtilité, puisque dès le début, il annonce les problèmes qui surviendront après l'opération. Là où elle est symbolisée par l'allumage des lampes d'opération et un flash blanc évoquant l'anesthésie, dans le remake, elle est annoncée à grand renfort de multiples flashs, montages épileptiques et coups de tonnerre. Sérieusement, on peut quasiment y ajouter cette musique et on est aussi subtil que le film. C'est tout ce dont l'équipe chargée du remake est passée à côté. Pour faire un bon film d'horreur, il faut que le spectateur ressente la peur du personnage, et non ait peur du film lui-même. Mais plus impressionnant veut surtout dire plus de jumpscares. Ah ça y en a du jumpscares. Il y en a même partout du jumpscares. La raison pour laquelle les films d'horreur américains raffolent autant de cet effet de style, c'est principalement son public. En effet, les spectateurs en salle américains sont du style à aller voir un film entre potes, avec un bon gros truc de popcorn, mais aussi, pourquoi pas, des tranches de pizza qui sont vendues par le cinéma. Ils adorent faire des commentaires, ils adorent rigoler, parler devant le film. Donc régulièrement, on aime bien leur foutre ces petits coups de jus là pour les remettre dans l'intrigue. Et là, mais alors, si vous n'aimez pas les jumpscares, vous allez être servi. Le moindre angle de mur est l'occasion de faire sauter quelque chose à la gueule du spectateur, genre une chaise. Il en faut au moins 2 par scène d'horreur. Prenons la scène de la vieille qui gémit. Dans l'original, elle fait exactement le même gémissement, juste plus fort, et la musique arrive après le cri. Surtout lorsqu'elle cesse de bouger et que Moon fixe son regard sur elle, l'ambiance musicale se fait discrète pour laisser place à l'angoisse. Dans le remake, Sidney entend la vieille. Dès qu'elle s'approche, elle pousse un cri que la musique appuie. Mais comme c'est pas assez, quand Sidney pose son regard sur elle... Et de 2 en moins de 30 secondes. Le problème, c'est que cette façon de les utiliser fait qu'on ne craint plus vraiment les événements du film, mais le film lui-même. Quand certains angles arrivent, on est là en train de se dire « Oh mais allez, vas-y, fais-le sortir ton chat, fais arriver un truc vers la caméra, fais-nous un petit coup de violon et qu'on en finisse !» Le film en a foutu partout. Regardez avec quelle subtilité glauque le film nous rappelle, quand Moon va en Thaïlande retrouver la famille de sa donneuse, qu'elle voit des fantômes. Et regardez comment le remake... Ah putain! Mais à quoi ça sert, bordel? Idem pour son traitement du fameux petit garçon qui a perdu son carnet. Dans les 2 versions, il le cherche inlassablement, faisant tourner Moon et Sidney en bourrique, jusqu'à ce qu'il saute par la fenêtre. Là où l'original a l'intelligence de s'arrêter là, l'américain en rajoute encore une couche, qui ne crée plus de peur, mais juste le ras-le-bol. La principale différence entre les films d'horreur asiatiques et les américains, c'est que les asiatiques savent non seulement quand s'arrêter, mais surtout ils savent rester calmes quand l'élément de peur a été révélé. Sans doute reste lié à leur style de vie, il suffit de voir avec quel flegme ils réagissent à un tremblement de terre. La scène de l'ascenseur de l'original était mémorable parce qu'elle traînait en longueur, ne nous épargnait rien, et nous étions comme Moon, bloqués face à notre écran, à craindre ce qui risquait d'arriver. Rappelez-vous du montage qui refuse de laisser passer le temps plus vite. La scène fait 1 minute 30.
Dans le remake, dès qu'elle voit ce qui se passe derrière elle, Sidney a le réflexe de toute héroïne de film d'horreur. Marteler les boutons comme si ça allait faire passer les vitesses de l'ascenseur, et marmonner constamment ce n'est pas réel, ce n'est pas réel, nous empêchant ainsi de partager sa peur puisqu'en la verbalisant, elle nous rassure. La scène, grâce à son montage épileptique qui empêche l'ambiance de s'installer, dure moitié moins de temps, 45 secondes. Comment gâcher une scène d'angoisse pure offerte sur un plateau? Cela se poursuit avec le traitement des ombres. Dès l'ouverture du film, qui montre le suicide de la jeune femme qui donnera ses cornets pour la greffe, on voit ces esprits à l'air agressif sauter à la gueule de la caméra et provoquer assez clairement la mort de la demoiselle. Ainsi, quand Sidney les voit pour la première fois, le spectateur en sait plus qu'elle et sait déjà qu'elle doit les craindre, ce qui gâche toute l'angoisse que peut fournir le fait d'ignorer ce que sont ces formes. Ce traitement est d'ailleurs très différent de l'asiatique, dans lequel les formes sont totalement pacifiques et se fichent pas mal que Moon les voit, là où celle-ci n'aime pas être vue, comme le dit Sidney. Si le film s'était limité à cette séquence, l'idée aurait pu être intéressante, mais ils en ont foutu partout. Et bien sûr, un film américain ne peut pas finir mal. Dans l'original, lorsque Moon est chez elle, elle n'est jamais dérangée par les esprits, parce qu'ils n'ont aucune raison de venir la hanter. Donc dans l'américain, ils ont rajouté des cauchemars à Sidney pour lui faire exploser le maximum de trucs à la gueule. Littéralement. Ces cauchemars servent d'équivalent aux visions prémonitoires de l'original qui amènent la scène finale, celle de l'accident sur la route. L'original nous fait ressentir toute la détresse et l'angoisse de Moon. Elle commence lorsque l'on voit les ombres avancer au milieu des voitures, et petit à petit lorsqu'on comprend à quoi tout cela va aboutir, la tension prend le relais. Malheureusement, Moon ne parvient pas à se faire entendre et les gens meurent dans l'accident. On peut y voir une morale assez cynique, ou juste un réalisme assez poussé. Bien évidemment, l'américain va prendre une autre route. Ah. Je suis même surpris que les ombres ne lui foutent pas des baffes pendant qu'elle essaye d'avertir tout le monde. Un film américain ne peut pas avoir fait subir tout ça à son héroïne pour rien. Bon, presque pas, mais si vous sortez les bons exemples, c'est normal qu'ils me contredisent. Évidemment que Sidney va sauver absolument tout le monde, même si elle va quand même finir par perdre à nouveau la vue. Mais est-ce que la fin tragique du premier film n'était pas plus logique et intéressante? Oui, ça marche pas mal avec cette idée de lui faire dire qu'il y a une bombe, jouant même, et j'ose le dire, faisons un commentaire sur la paranoïa terroriste des USA. Mais est-ce vraiment intéressant si les Américains ont raison d'être paranoïaques? Bref, voilà ce qui est raté, j'en ai fait le tour, prenez soin de vous et allez voir des films, ciao! Non, laissez-moi! Non! Non, je veux pas en parler! Non! Oui, parce qu'il y a eu un troisième volet asiatique, toujours réalisé par les frères Pang, et si je ne vous en ai pas parlé, c'est parce qu'il me laisse en plein désarroi. L'histoire est celle d'un groupe d'adolescents venus de Hong Kong passer leurs vacances chez leur ami thaïlandais. Celui-ci va leur proposer de suivre les instructions d'un livre qui explique 10 façons de voir les morts. Le titre d'ailleurs peut varier y compris dans son pays d'origine, où il n'est quasi jamais mentionné en tant que troisième, mais en tant que The Eye Infinity, ou encore The Eye 10 façons de voir les morts, qui peut laisser penser qu'il s'agirait du 10e opus, et renforce ainsi le côté gaguesque du film. Et j'ai bien dit le côté gaguesque, parce que c'est là tout ce que je ne comprends pas avec ce film. Le double registre horreur et comique. J'ai quand même poussé la curiosité au making-of, où les réalisateurs et le producteur parlent de leur intention de montagne russe entre deux registres, comme pour éprouver émotionnellement le spectateur. Malheureusement, le film est trop comique pour faire peur et fait trop peur pour être comique. Tout tombe donc à plat. Dans les éléments d'horreur, on a droit à des fantômes avec des masques chinois, une armée de morts, une fille possédée qui tourne en bourrique, et on nous demande d'avoir peur d'éléments totalement enfantins, beaucoup trop bien éclairés pour être changés en éléments effrayants, comme un parapluie, ou le top du top, un ballon de basket, qui va donner lieu à une scène de battle de breakdance entre une bande de wesh et un des héros, possédé parce que le ballon lui est rentré dans le cul. Dans les éléments comiques, on a des coups de langue possédés, des fantômes aux déplacements grotesques qui viennent parce qu'on tape sur des bols, un mec qui pisse sur un fantôme, d'autres qui les repoussent avec leur haleine car ils craignent l'haleine des vivants, le tout saupoudré d'une musique complètement conne pour finir en parodie de Dragon Ball avec, en prime, la possibilité de péter sur des morts. Les 10 façons de voir les morts sont tantôt intéressantes, comme le fait d'étaler de la terre de sépulture sur ses yeux, même si la façon dont le personnage y parvient est peu crédible, tantôt complètement ridicule, comme le fait de regarder entre ses jambes. Et tantôt le scénario des premiers films. Parce qu'il est évident qu'un bouquin sur le surnaturel va parler des greffes de cornets. Bon, ces reproches sont un peu caduques car le film ne se prend clairement pas au sérieux et toute demande de cohérence et de justification serait ridicule. Rien que le générique montre clairement l'intention du film, monstrueusement kitsch, et on rajoute une couche dans le cheap avec le fait que l'acteur thaïlandais soit doublé comme dans un mauvais giallo. Oui, je sais que certains grands cinéastes laissaient jouer leurs acteurs dans leur langue d'origine, mais ça ne retire rien au fait que l'effet rendu au final est très bizarre. On a presque l'impression que les frères Pang se sont dit, si on laisse notre saga nous échapper, comment risque-t-elle de finir? Et si elle le risque, pourquoi ne pas la planter nous-mêmes? Le film prend en effet un peu tous les travers du film d'horreur pour teenager américain classique.
la bande de jeunes héros qui invoquent des morts sans respect et vont mourir les uns après les autres en y ajoutant quelques comic relief. Comme si, craignant le résultat du remake prévu aux USA, ils avaient voulu appliquer la politique de la Terre brûlée et flinguer leur saga avant que les autres s'en chargent. Peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire sens de ce massacre. Voilà qui clôture ce retour sur la saga The Eye. Je vous invite à vous y replonger et voir ce que donne un vrai bon film d'horreur. Si après visionnage vous trouvez qu'ils ne sont pas bons, rappelez-vous que de toute façon vous avez tort et que j'ai raison. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!